Bonjour à tous, Gilles, agriculteur du Loiret. Aujourd'hui, nouvelle vidéo un petit peu spéciale. Je vous emmène à la découverte d'un couple d'agriculteurs dans l'Indre. C'est la première vidéo et je vais essayer d'en faire plus régulièrement. Vous montrer des agriculteurs, montrer un peu leur parcours, comment est-ce qu'ils ont innové, comment est-ce qu'ils ont développé leur exploitation. Et aujourd'hui, on est chez des éleveurs. Pour changer un petit peu de mes vidéos purement céréaliers. Donc là, on est chez des éleveurs de cochons et qui sont très intéressants parce qu'ils ont été du début de l'alimentation jusqu'à la vente directe, en passant par l'élevage, en passant par la production d'énergie. Vous allez voir, il y a plein de choses intéressantes. Allez, c'est parti, on va les rencontrer. On est dans l'Indre. Donc bonjour Cyril. Bonjour Gilles. Merci de nous accueillir chez toi. Pas de problème. L'objectif c'est qu'on découvre un petit peu ta ferme. Raconte-nous un tout petit peu l'histoire. Ouais, pour présenter un peu la ferme aujourd'hui, on est deux associés, Sophie et moi, ma femme et moi. Et on a un élevage de porcs à la base, de centruits. Moi ça fait 15 ans que je me suis installé, c'était l'élevage où c'était mon père et mon oncle qui étaient associés avant. Et 200 truies donc, et puis 280 hectares de terre. Des céréales, essentiellement céréales, oléagineux, protéagineux, qui servent à nourrir les cochons. Oui, quasiment tout est dédié à l'élevage. 90%. Ouais. Donc toi tu t'es installé il y a une quinzaine d'années et tu as développé quand même pas mal ton exploitation, pas mal de nouvelles activités. C'est ça. Qu'on va voir là tout au long. Alors il y a quoi? Alors l'élevage et les cultures, donc la complémentarité entre les deux. Donc ça c'était plutôt ton père et ton oncle qui avaient développé cette partie-là. C'est ça. Et qui géraient l'un les cochons, l'autre les cultures. Ouais. Et nous après en 2008 on a développé le labo, donc le laboratoire de charcuterie. Donc ça fait 13 ans maintenant. On fait à peu près un quart des cochons qui sont engraissés sur la ferme, qui passent à la charcuterie, donc ça fait à peu près 20 cochons par semaine. Donc ça c'était un gros pari au début, parce qu'au début c'était des marchés, c'était le tout début, on va dire, de la vente en direct. Il y en avait qui sont plus précurseurs que nous, mais qui avaient déjà montré la voie, mais on voyait que c'était faisable. Et puis ça a pris assez rapidement, ça s'est développé continuellement, on va dire. Voilà, aujourd'hui on fait 20 cochons par semaine, mais on a démarré, on en faisait 2 ou 3. Quoi. Vous le faites sur des marchés et vous avez aussi un magasin de vente, un magasin de producteurs dans une grande ville à côté, Tours. C'est ça. Donc là, on est dans l'Indre et vous allez vendre à la grande ville, dans l'Indre-et-Loire. On est le dernier village de l'Indre avant l'Indre-et-Loire, en fait. D'accord. C'est ça. Donc, tu as développé ça, donc toute la partie vente directe. Ouais. Après, et puis la méthanisation aussi en complément, 2-3 ans après le labo, donc c'était en 2010, la méthanisation. Et dans un souci d'autonomie au niveau chauffage et de diversification aussi des activités. Voilà. D'accord. Et donc ensuite, ton oncle et ton père sont partis à la retraite. C'est ça. Donc là, vous étiez associés à 3-4 avec Sophie. Ouais. Et puis, du jour au lendemain, vous avez repris tous les deux du jour au lendemain, non, parce qu'il y a d'abord mon père qui est parti à la retraite, puis après c'était mon oncle. Donc il y a toute une étape de transition. Mais aujourd'hui, en tout cas, voilà, on est deux associés. Et effectivement, pour faire tourner une ferme comme ça, à deux, ça va être un peu compliqué. Bah oui. Donc du coup, grosso modo 200 truies, c'est à peu près 2 salariés pour s'occuper de l'élevage, 2 personnes vraiment sur l'élevage, 280 hectares de terre, c'est à peu près 2 personnes aussi, 1,5, 2 personnes, et puis la partie labo, c'est 6 personnes aujourd'hui. Donc oui, en fait, la partie purement production, vous êtes 4. 4-5, voilà. 4-5, voilà. Parce que... il y a de l'entretien, il y a tout ça, quoi. Et puis sur la partie transformation, 6. Ouais. Et ça c'est assez impressionnant parce que on se dit c'est plutôt une grande ferme, mais finalement vous êtes un couple avec quelques salariés et sur la partie production peu, et par contre toute la partie transformation et vente en fait c'est ce qui demande le plus de temps. C'est ce qui demande le plus de temps, ouais, c'est sûr. Mais c'est le plus intéressant. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir un petit peu chaque atelier et qu'on découvre un petit peu tout ça, que tu nous expliques, de la production jusqu'à la vente. Donc là, Cyril, on est dans la partie gestante. Voilà. Les truies, elles sont en gestation. Donc la gestation d'une truie, c'est environ 4 mois, 3 mois, 3 semaines, 3 jours. D'accord. Et ici, donc elles sont en grand groupe. L'élevage, là, il est divisé en 4 groupes.
Et ici, ça représente un groupe d'environ 45 truies. Donc elles sont un petit peu en troupeau, enfin, il y a une hiérarchie dans le troupeau. Il y a une hiérarchie parce qu'il y a des plus vieilles et des plus jeunes. Ouais. Ça se passe relativement bien, normalement ça va. En fait, c'est les 2-3 premiers jours où on les remet ensemble, il peut y avoir un peu de bagarre. Mais la hiérarchie, les dominantes et les dominés vont se faire assez rapidement. Et donc là, elles ont un DAC, donc un distributeur automatique de soupe. Et donc elles y vont quand elles veulent. Elles y vont quand elles veulent. Si tu regardes, elles ont une petite puce là. D'accord. Ce qui fait qu'en fait, ça détecte si elles ont déjà mangé. Ouais. Et la quantité de soupe qu'elles ont à manger, ça leur distribue jusqu'à 100% de ce qui est programmé. Et donc en fait, on peut faire une alimentation individualisée. Ouais, tu choisis en fonction de la gabarit. Si elles sont grasses, on va plutôt les restreindre un petit peu. Et si elles sont plutôt maigres, on va plutôt leur en donner plus. Ça permet d'équilibrer la ration. Et là, ce qu'on peut voir, c'est qu'elles sont vachement calmes. Et puis elles sont plutôt curieuses. Elles viennent voir. Donc là, elles viennent lécher les bottes. Elles s'amusent. Elles s'amusent bien. Après, en fait, il y a des petits box comme ça parce qu'elles aiment bien. Si tu regardes, elles sont tout le temps la tête vers l'avant. Comme ça, elles regardent en fait s'il y a quelqu'un qui vient vers elles. Et on ne peut pas les attaquer entre guillemets par derrière. Quoi. Elles aiment bien se mettre contre un mur. Contre un mur, voilà. C'est pour ça qu'on fait des petites cloisons comme ça internes. D'accord. Et c'est vrai que les cochons, en fait, ils aiment bien vivre ensemble, donc ils se mettent toujours les uns sur les autres. En fait, on aurait 2 fois moins de truies dans la case là. Et il y aurait pareil, il y aurait 10 truies là, au lieu d'en avoir 35 là, il y en aurait 10, il y en aurait 5 là, et tout ça, ça serait vide. D'accord, ouais, elles aiment bien être tout le temps collées ensemble. Les unes aux autres, voilà. C'est vrai que dès qu'on est arrivé, elles sont par contre un groupe, elles sont tout de suite venues à côté. Oui, c'est très grégaire comme. Ouais, c'est grégaire, mais c'est calme et gentil. Ouais. C'est gentil tant qu'elles sont comme ça, ils n'ont pas leurs petits. En maternité. On va les voir en maternité, c'est autre chose. Oui, là, ils défendent leurs petits. C'est ça. Ok. Donc là, on est dans la maternité ce coup-ci. Là, on est en maternité. Alors, nous, on a des cases classiques, de truies bloquées. Et là, on est en cours, ça fait 2 ans qu'on expérimente plusieurs types de cases liberté où on ouvre les parois de la case pour la truie. Donc ça veut dire plus de place pour la truie, mais ça veut dire aussi plus de risque d'écrasement. Il faut peut-être revenir un peu à la base. Pourquoi les truies elles étaient bloquées à la base? C'est pour limiter les risques d'écrasement des porcelets. Parce qu'il faut dire qu'une truie ça fait 200-250 kg et un porcelet à naissance ça fait 1 kg, 1,5 kg. D'accord. Ouais, donc c'est pour ça que tant qu'elles sont gestantes, comme on a vu, elles sont en liberté. C'est ça, tous ensemble. Quelques jours avant la mise bas, on les remonte, tu les remontes et dans ces cases. Alors là, on peut voir les cases au fond, celles qui vraiment tiennent la truie. Elle peut, entre guillemets, se lever, elle peut avancer, mais elle ne peut pas tourner sur elle peut pas beaucoup bouger. Et là, il y a des nouvelles cases où elle peut vraiment tourner. Elle peut, beaucoup plus. Alors, que tu vas adapter en fonction de l'âge des porcelets, non? Non, l'ouverture. En fait, ces cases-là, ce qui est bien, c'est qu'on peut les fermer au début. Elles sont fermées au début. Pendant 4-5 jours juste après la mise bas, histoire que les porcelets soient un petit peu plus gros parce qu'au début ils sont vraiment tout petits. Dès qu'ils ont 6-7 jours, on peut ouvrir et puis comme ça après il y a plus de place. Mais il faut faire attention au risque d'écrasement. Donc nous ce qu'on a fait c'est qu'on a testé pas mal de modèles différents et on a vu ceux qui nous convenaient, ceux qui nous convenaient moins. Ceux qui avaient plus de pertes, ceux qui avaient moins de pertes. Et concrètement, ça augmente les pertes Alors, si on met en place plein de petites choses, ça peut ne pas augmenter les pertes. C'est ça le but de nos expérimentations. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est beaucoup plus moi, à première vue, je vois que c'est beaucoup plus compliqué. Parce que là où on a une simple lumière à une place et puis les porcelets sont soit sous la lumière, soit ils sont en train de téter. Alors que là, il y a directement une petite cabane entre guillemets pour les porcelets. Ça s'appelle une niche. Et ça, c'est vachement bien. Ça permet d'avoir une zone de confort pour le porcelet qui a besoin de plus de température que la truie. Il aime bien être au chaud, donc dès qu'ils naissent, ils vont aller régulièrement déjà vers la lumière et puis aller se mettre au chaud. Le matin, quand on vient, tous les petits porcelets sont dans la niche. Et puis ils se mettent ensemble dans cette niche. C'est ça. Et donc il y a moins de risque d'écrasement parce que ça les attire avec la chaleur. Alors après pour les risques d'écrasement on met aussi des barres que tu peux voir là. Comme ça quand la truie elle se couche toujours
sur une cloison. Et après, elle tombe. Le risque, c'est que voilà. Et le risque, du coup, c'est que s'il y a des porcelets qui sont en train de dormir au pied de la cloison, eh ben, elle les écrase. Et alors que là, du coup, ça la bloque et après, ça la décale. Et il y a plus de risque d'écrasement. C'est ce que tu m'expliquais tout à l'heure chez les gestantes. Un porcelet, il ne va pas se mettre en plein milieu. La case, il se met toujours sur un côté. Ok, donc là, on limite un peu les risques en faisant ça, quoi, voilà. Donc elle, normalement, elle va mettre... Non, elle a... Ah oui, ils sont tous en dessous, ok. Là, ils sont tous dans la niche, là. D'accord. Ah bah oui. Voilà, ils sont tous là. Ils sont tous au chaud, en fait. Ouais. Donc là, on est de l'autre côté, dans la partie, on va dire, case à l'ancienne, voilà, la standard, celle que tu avais quand tu es arrivé, toi, qui ont été installées par ton père, en fait. C'est ça. Et là, si on regarde la différence entre les grandes cases derrière et celle-là, en fait, sur la même longueur, là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, et les nouvelles cases, tu n'en as que 4. C'est ça. Donc là, demain, ton objectif, ça va être de transférer petit à petit. L'objectif, c'est que dans un an, on ait tout rénové. Tout rénové. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que tu reconstruises. Comment c'est tu vas ça. faire En fait, il va manquer des places, puisqu'on passe de 6 à 4 à chaque fois. Ouais. Nous, on a besoin d'à peu près 45 places de maternité. Donc, du coup, on va devoir construire un nouveau bâtiment. Donc, il y a un coût quand même important. 6 par rapport à 4, ça fait 30% de plus. C'est ça. Tu es obligé de refaire 30% de bâtiment en plus. Donc, ça veut dire du chauffage en plus. Ça veut dire de la place en bâtiment. Enfin, tout est multiplié. Donc, c'est relativement intéressant. Parce que c'est de la demande actuelle en termes de bien-être animal, mais en même temps, ça veut dire du coût, et puis à plus de productivité, même un petit peu moins, parce que tu as en théorie un peu plus de pertes. Ouais, un risque d'écrasement, c'est complètement... Mais après, voilà, il y a un risque de perte, mais si on arrive à maîtriser, normalement il n'y en aura pas. Après, on va en faire plus, ça c'est sûr. On va avoir plus de porcelaine. Et toi, en fait, là, ça fait combien de temps que tu expérimentes la différente case? Ça fait 2-3 ans. 2-3 ans. Là, maintenant, tu commences à avoir un recul. Sur quels petits équipements il faut, etc. Après, il y a plusieurs constructeurs, plusieurs fabricants de cases, mais le choix il va se faire aussi en rénovation par rapport à la surface de la salle. Parce qu'il y a déjà le bâtiment existant et t'as pas trop le choix. Du neuf, on fait un peu ce qu'on veut évidemment, mais en rénovation, on fera en fonction du bâtiment. Donc là, on est sur la partie engraissement. Voilà. Une fois qu'ils sont passés en série en PS, ils passent sur une partie engraissement pour les 3-4 derniers mois. Voilà. Donc là, ils sont pareils en case collective. Là, il n'y a plus la petite niche. Non, il n'y a plus la petite niche, ils n'ont plus besoin. Et au niveau de l'alimentation, c'est de la soupe. Par rapport à avant, c'est de la farine qu'ils mangent avec des abreuvoirs. Et là, c'est plutôt, il y a toujours les abreuvoirs évidemment, mais c'est un mélange de farine et d'eau qui est distribué directement dans les auges. Et que toi tu fais toi-même, tous tes aliments sont faits sur la ferme, avec les céréales de la ferme. C'est l'objectif d'essayer de tout faire en autonomie. Donc là, tu as deux types d'engraissement. Donc là, il y a celui-ci, on va en voir un autre sur paille. Et puis on va essayer de voir un peu les avantages et les inconvénients de chaque. C'est ça. Sachant qu'on a à peu près les 2 tiers sur paille et 1 tiers sur culture. Donc là, on est sur le deuxième type d'engraissement, donc sur paille. C'est ça, sur paille, Donc ça, vous avez lancé ça il y a combien de temps? Ça fait 10 ans à peine, 9 ans. C'était une opportunité que vous aviez eue grâce aux panneaux solaires, je crois. On avait quand même le projet de construire le bâtiment, et après, comme on avait le projet de construire le bâtiment, on a fait avec des panneaux solaires en plus. Ça a permis de permettre d'avoir un peu plus de surface par cochon, en fait. Sur paille, en fait, la différence, c'est qu'il faut plus de surface par animal. Après, les grandes différences, c'est qu'en fait, on va être sur un bâtiment on va moins maîtriser l'ambiance et la température. Donc, c'est-à-dire que l'hiver, il va risquer de faire un peu plus froid, malgré le fait que c'est de la litière accumulée, donc ça fait un peu chauffant. Et par contre, du coup, l'été, ça chauffe toujours quand même l'été. Donc, il risque de faire un peu plus chaud l'été. Donc, on a des variations de température un peu plus importantes. Alors que les autres bâtiments sont beaucoup plus isolés. Plus isolés et plus régulés au niveau de la température.
Par contre, le gros avantage, c'est que au niveau... le cochon, c'est un esprit grégaire, mais ça aime bien fouiner aussi. Ouais. Et donc là, ça améliore vachement ce côté-là au niveau bien-être. C'est qu'ils sont tout le temps en train de mâchouiller, de retourner la paille, etc. Donc ça, c'est un plus. Et pareil, on les retrouve toujours tout de suite, ils sont très curieux, c'est ça qui est marrant, dès que tu arrives, hop, ils viennent te voir. Voilà, ils rentrent dedans et bon, après, c'est vrai que si tu... C'est pas du tout craintif, hein. Ouais. C'est pas du tout craintif comme animal. C'est même... Enfin, ils ont des effets de groupe, dès que tu bouges un petit peu, toi qui vont tous bouger ensemble. Oui, ils vont revenir assez voilà, rapidement. Ils reviennent tout de suite. C'est même limite un pot de colle, hein. Quand on est en train de pailler, voilà, ils viennent tout suants et ils mordillent des pieds. Quand ils mordillent un petit peu les pieds, ça va, mais beaucoup à la fin, c'est assez agaçant. Tu les sens. Mais voilà. Un cochon élevé sur paille et un cochon élevé en bâtiment, y en a un qui consomme plus d'aliments, ça met plus longtemps. Non, les croissances sont à peu près identiques. D'accord. Mais alors, comme on parlait, les risques de un peu plus froid l'hiver et un peu plus chaud l'été, forcément quand c'est l'hiver, comme il fait plus froid, il va forcément consommer un peu plus d'aliments pour pouvoir grossir. Donc nous, ce qu'on fait, c'est comme on a un peu les deux types de bâtiments, on privilégie quand même les femelles sur paille, qui ont moins tendance à faire de gras que les mâles. Parce qu'en plus, le froid, du coup, engendre que le cochon se fasse une petite couche d'isolant avec du gras, quoi. Et la problématique, c'est que on ne cherche pas forcément, il en faut un peu de gras, mais pas trop. Si un cochon est très gras, après, il va être moins bien payé. Oui, et puis c'est moins bon, toi, en transformation, tu arrives en transfo, il en faut, mais pas trop. Hein, si j'ai des poitrines très grasses ou des rayons très gras, les clients, ils me le disent assez rapidement. Ouais. On aime bien quand c'est bon. Quoi. Quand c'est bon, il faut un peu, mais pas trop. Faut le bon dosage. Donc c'est peut-être ça le plus compliqué à... Le plus compliqué à gérer. Et donc tes cochons, tu sens la différence entre des cochons d'hiver et des cochons d'été ou des cochons de printemps? Ouais, mais en fait c'est pas ça. Après nous on a l'œil pour voir un cochon s'il va être gras ou pas. Donc du coup on sélectionne pour le labo quand même ce qu'on a envie d'avoir. Pas des trop maigres mais pas des trop gras non plus. Et puis après c'est pas sur des cochons gras. On peut en faire des choses. Il y a des choses qu'on ne mettra pas. Voilà. Charcuterie, sur la charcuterie, comme ça, les poitrines, si elles sont trop grasses, on n'en fera pas de rayons, on en fera du pâté. Voilà. Ok, d'accord. Donc là, tous les bâtiments sont avec un toit solaire, enfin tous les bâtiments, tous les récents, ceux que tu as fait sur paille. Ouais, les 2 engraissements sur paille et le stockage de paille. D'accord. Donc tout ça en toit solaire, pourquoi? Pour diminuer le coût du bâtiment en fait? Oui, en fait on avait l'opportunité avec un groupe d'agriculteurs, on avait tous des projets, donc on s'est mis en commun pour investir en commun dans des bâtiments et dans la toiture photovoltaïque. Et oui, ça permet de diminuer les coûts globaux des bâtiments. Et puis ça a permis de faire ce cap, de passer, de changer le type d'engraissement. Ouais. En fait, on a remonté ces bâtiments en plus parce que de toute façon, on avait les porcelets, ils étaient déjà là. C'est qu'avant, en fait, on les vendait à quelqu'un qui les engraissait, qui a arrêté. Donc du coup, nous, on les avait, donc il fallait de toute façon qu'on construise des nouveaux bâtiments et on a voulu les faire sur paille. Par rapport à la vente directe, par rapport à la méthanisation aussi, on va voir après. Donc là on part à une autre activité de la ferme, qui est la méthanisation. Voilà. Alors pourquoi la méthanisation? Pourquoi la méthanisation? Ça fait 10 ans qu'on a un digesteur sur la ferme. Donc le but en fait c'était de répondre aux besoins de chauffage de l'élevage. On a un grand principe sur la ferme, c'est d'être le plus autonome possible sur l'alimentation, sur l'énergie. Donc l'énergie, en termes de... Attention. L'énergie, il y a la partie chauffage, voilà, comme on l'a vu dans les différentes salles, il y a un besoin de chauffage. Chauffage et électricité, donc plus tu produis... En fait la méthanisation, nous c'est une méthanisation avec un moteur, le moteur il produit de l'électricité et il produit de la chaleur. Un moteur thermique, ça a un rendement de 30 à 40% à peu près. Donc du coup il y a quand même 50-60% de thermique qui est récupérable. Et nous on le récupère pour tous les besoins en chaleur. Donc il y avait ça. Alors qu'avant c'était quoi comme chauffage? C'est une chaudière à gaz avant. Ah oui, donc là ça coûtait une fortune. Voilà, on a toujours la chaudière à gaz au cas où la méthanisation, le moteur ne tourne pas.
mais le but c'est pas de s'en servir, quoi. Voilà. Donc là, nous voilà devant la méthanisation. Ouais. Donc... Un digesteur, simple digesteur de 1000 m3. Donc l'idée en fait c'est que on rentre tout ce qu'on produit en effluent d'élevage, donc lisier, fumier, et puis après des déchets autres, des déchets de céréales et un peu d'ensilage de cultures intermédiaires. Voilà. D'accord. Donc là, concrètement, tu remplis dans cette trémie là tout ce qui est solide. Ouais. Le liquide arrive de la fosse à lisier directement avec une pompe, je suppose. Alors la pré-fosse elle est enterrée, on a une pompe qui envoie tous les jours, et la grande fosse en fait c'est la fosse finale du digesteur. D'accord, ah oui, une fois qu'il est digéré, ça passe dans l'autre voilà, sens. Tu as une petite fosse et après le digesteur repart là-haut. Voilà. Logique. Et donc là, ça permet de produire un gaz, c'est pour ça qu'on a la membrane qui est gonflée. Donc tout ça, ça fermente comme une panse de vache en fait. Ouais, c'est ça. Et puis avec ce gaz, tu fais tourner un moteur. Le moteur, il sert à faire tourner une turbine qui produit de l'électricité que tu revends. Ouais. Et en même temps, la chaleur du moteur, tu la récupères pour les bâtiments. Pour les bâtiments, pour le labo, pour la maison et pour chauffer le digesteur. Parce que pour chauffer ça, il faut qu'on monte quand même à un peu plus de 45 degrés pour faire le gaz, quoi. D'accord. Et ça te permet aussi de traiter tous tes effluents d'élevage entre guillemets et de faire en sorte que ça sente pas trop. Voilà. Un des gros avantages de la méthanisation, c'est que ça réduit les odeurs à l'épandage après des effluents, quoi. Donc là, on est avec Sophie dans le labo. Donc bon, là, on arrive un peu à la fin. Parce que vous êtes levé tôt ce matin, ils sont arrivés à 4h30 ou 5h, je crois. Nous, on arrive quand tout est fini, mais vous allez pouvoir voir les dernières préparations. Donc là, ça fait combien de temps que vous avez lancé la partie labo? Eh ben, ça fait une douzaine d'années maintenant qu'on fait de la charcuterie à la ferme. Voilà, donc on a commencé au début tout doucement, on faisait 2-3 cochons par semaine, et puis maintenant on en fait entre 15 et 20, ça dépend des semaines, des saisons. Donc vous transformez absolument tout à la ferme? On fait tout, du cochon de A à Z, donc on fait de la viande et puis de la charcuterie. Alors après on fait nos recettes de nos régions, parce que nous on est dans le Berry, entre Berry et Touraine. Alors c'est quoi la spécialité? Ça va être les rillettes, ça va être les lions. Après, ça dépend. Ça dépend des saisons. Voilà. Ça dépend des saisons, les barbecues, du demi-sel, la viande de porc et toute charcuterie. Et alors, où est-ce qu'on peut les trouver? Donc on fait des marchés autour de chez nous, donc ça fait dans un rayon de 30 km autour de chez nous, de la ferme. Voilà, on en fait 3, on va à Écueillé, à Mézières, à Châtillon. Et puis maintenant ça fait 6 ans, on est dans un magasin de producteurs à Tours, Joly Tours. Et donc ça permet d'écluser une grande partie des cochons, parce que 15 par semaine c'est énorme en fait. À la fin de l'année, ça fait peut-être dans les 800 si on compte, ou je me trompe pas, mais... Et puis on est quand même 6 personnes qui travaillent au labo. Au labo, 6 personnes. Voilà, entre les charcutiers, tout ce qui est préparation de marché, tout ce qui est livraison. Donc, et puis on travaille avec l'abattoir de Valençay. D'accord, super. Et puis en tout cas c'est très très bon. N'hésitez pas si vous les croisez à acheter quelques produits. Bon voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai vraiment apprécié aller visiter cette ferme, découvrir tout un tas de choses que je ne connaissais pas. Donc si ce format de vidéo vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et puis bien évidemment à partager et à liker cette vidéo. Et puis si ça vous a plu, dites-le moi, que j'essaye de faire d'autres vidéos comme ça, aller voir d'autres agriculteurs, d'autres éleveurs sur un peu toutes les productions pour vous faire découvrir un petit peu l'agriculture et des agriculteurs innovants. Allez, moi je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo sur mon exploitation. Et puis en attendant, portez-vous bien.